Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, donc le salon des créateurs et repreneurs d'entreprises organisé par l'ACCI et la CMA de Moselle. Je suis Thomas Frichet, conseiller numérique à l'ACCI et je suis accompagné aujourd'hui de Camille Stecler, également conseillère numérique à la CMA. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment ouvrir une boutique en ligne. Camille et moi allons vous présenter les différents outils et les différents processus à mettre en place. Donc, tout au long de la présentation, nous sommes bien sûr à votre écoute. N'hésitez pas à nous poser des questions à travers le chat et on se réservera quelques minutes à la fin pour répondre à ces questions. Alors, tout de suite, on va pouvoir lancer ce webinaire. Donc, j'ouvre ma boutique en ligne. On vous propose l'organisation suivante. On va commencer par introduire un petit peu notre sujet, puis attaquer tout de suite. Donc, comment créer sa boutique en ligne. Ensuite, on verra un petit peu ce que représentent les noms de domaine hébergement, comment on peut optimiser sa visibilité en ligne, la visibilité de sa boutique. Enfin, les solutions de paiement et bien entendu, les dispositifs légaux. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, pour introduire un peu le sujet de la boutique en ligne, quelques chiffres intéressants. C'est des chiffres qui datent de 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022 qui vont être d'autant plus impressionnants, mais qui parlent quand même bien franchement. On a un chiffre qui est 81,4% d'acheteurs en ligne en France, dont 80,4% pour le Grand Est, c'est-à-dire que globalement, 8 personnes sur 10 dans le Grand Est achètent non seulement de manière physique, bien entendu, comme tout le monde, mais également en ligne. C'est donc 8 clients potentiels sur 10. On a 68% des e-acheteurs qui considèrent que les commerces de proximité devraient proposer de la commande en ligne et une augmentation des sites marchands de 12% par rapport à l'année précédente. Ça nous montre bien à quel point aujourd'hui ouvrir sa boutique en ligne, c'est une nécessité si on veut déjà se différencier de ses concurrents, mais aussi pour répondre aux besoins des consommateurs. 68%, on a une vraie demande de la part du consommateur que d'avoir la possibilité de commander en ligne. Rapidement, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On a aujourd'hui choisi de vous présenter les 3 grandes options de la création de site web. Site web marchand. Quand on parle de boutique, on va parler d'un site web qui a une vocation marchande. Vous avez la possibilité d'avoir un site web vitrine. On ne va pas s'attarder sur ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est possible également. Le site web vitrine va mettre simplement votre entreprise en valeur. Le site marchand, la boutique, aura vocation à vendre un bien physique ou non physique. Ça peut être si vous donnez des tutos en ligne, on va être sur une boutique. Si vous faites du click and collect, on va être sur une boutique. Si vous mettez vos produits en vente que vous expédiez, ça va être une boutique. Si par contre, c'est juste pour parler de vous, on sera sur un site vitrine. Ce qu'on dit aujourd'hui s'y rapporte, mais on ne sera pas aussi exact. Donc, globalement, les 3 grandes options qui vont s'offrir pour la création d'un site web, ça va être d'un côté le prestataire, et d'un autre côté, les CMS. CMS, c'est un acronyme anglais qui veut dire Content Management System. C'est en fait simplement un logiciel qui vous permet de créer un site web de manière plus ou moins épaulée. C'est pour ça qu'on a choisi de séparer d'un côté le CMS assisté, qui va être un CMS dans lequel vous avez des petites options standardisées, des petites choses préprogrammées, et le CMS plus brut, où vous allez devoir tout construire, comme WordPress par exemple. Chacun ont tous des avantages, des inconvénients, des forces, faiblesses, des opportunités. Si on s'intéresse un petit peu en termes de coût, ce qui va nous coûter le plus cher, c'est de faire appel à un prestataire. Forcément, si je demande à quelqu'un de créer un site web pour moi, que je lui donne mon cahier des charges, qu'il travaille, ça va avoir un coût. Utiliser un CMS assisté, comme par exemple Wix, va avoir un coût également, mais un coût plus réduit. Un CMS comme WordPress aura un coût d'autant plus réduit puisque vous n'aurez que les frais d'hébergement, les frais d'achat de nom de domaine dont Thomas vous parlera juste après, à régler. Un coût qui est donc beaucoup plus important pour un prestataire, beaucoup plus léger pour un CMS. De la même manière, l'investissement en temps, on se retrouve dans la situation inverse, forcément. Quand vous faites appel à un prestataire, vous avez, vous, de votre côté, moins de temps à dépenser puisque vous déléguez cette tâche-là. L'avantage du CMS assisté, c'est que vous aurez la possibilité de vous dégager une petite partie de temps
qui sera déjà standardisé. Quand vous avez un menu où vous n'avez plus qu'à mettre les noms, forcément, on gagne du temps. Et dans un CMS comme WordPress, si je crée mon site, bien entendu, alors là, on va être sur de la création brique par brique. Ça va me demander plus de temps. On trouvera le même schéma pour la complexité d'utilisation. C'est toujours plus simple de donner un cahier des charges et de le faire construire à un prestataire. Un CMS assisté, je vais avoir une petite aide grâce à la standardisation, alors que si je construis brique par brique, ça peut être plus compliqué. Un petit nota bene sur la complexité d'utilisation. Si vous faites réaliser vos sites web par un prestataire, pensez toujours à vous poser la question de qu'est-ce qui se passe une fois que le site est créé. Est-ce que la maintenance est gérée par le prestataire? Est-ce que c'est mon prestataire qui met les nouveautés en ligne ou non? Puisque ça va vraiment jouer dans la complexité d'utilisation. Si on vous donne un site web clé en main et que derrière, c'est à vous d'aller chercher comment je dois faire ci ou ça, c'est intéressant de savoir comment le faire, demander soit à mon prestataire qu'il m'explique, soit d'avoir un contrat de maintenance avec le prestataire, parce que c'est lui qui s'occupe de tout ça. Pour ce qui est ensuite de la personnalisation possible, la personnalisation, elle va être vraiment possible quand je le crée moi de toute brique ou quand je le fais créer. Quand par contre je passe par une solution plus standardisée, un CMS assisté, j'aurai un petit peu moins de fluidité, un petit peu moins d'options. J'aurai la possibilité, bien entendu, de le personnaliser, de faire en sorte qu'il me plaise, mais il sera moins créé à mon image. Quand je dis créer à mon image, ça va être au niveau des dispositions, aussi bien du menu que des différents ordres d'apparition. Là où par contre, quand vous faites réaliser votre site web par un prestataire ou que vous le faites vous-même, le champ des possibles vous est ouvert. En ce qui concerne ensuite le référencement, donc la manière dont vous arrivez sur Internet, dont vous êtes placé dans les rangs, quand je tape le nom de votre entreprise sur Google ou quand je tape le nom de votre métier, le référencement sera plus facile à manier quand c'est un prestataire. Une fois de plus, forcément, si je délègue le travail à un professionnel, lui saura mettre les mains dans le cambouis, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Avec un CMS assisté, Thomas vous donnera à nouveau quelques détails ensuite. Ce sera un petit peu plus simple parce que tout ce qui va concerner les balises, les métadescriptions sera optimisé. Avec un CMS comme WordPress, c'est tout à fait possible, mais c'est plus complexe. C'est pour ça qu'on vous l'a mis en rouge. Il y a plus de travail. C'est tout aussi faisable qu'avec les autres options, mais ça demande quand même un peu plus de temps. Thomas vous donnera quelques conseils juste ensuite. Et enfin, le support. Support, ce qu'on entend par support, ça va être l'aide que vous pouvez trouver. Toujours pareil, avec un prestataire, forcément, j'ai plus d'aide, j'ai plus de soutien puisque je délègue cette charge-là. Quand j'utilise un CMS assisté, j'ai souvent une hotline, j'ai possibilité de parler avec un service client, d'être épaulé, parfois même de participer à des ateliers ou des coachings. Alors que quand j'utilise mon propre CMS type WordPress, forcément, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui dois gérer derrière. Vous avez néanmoins, bon à savoir, pour les CMS type WordPress, des grosses communautés, vous avez des forums en ligne. Donc, on ne peut pas garantir une aide directe, mais en général, il y a tellement d'autres personnes qui font la même démarche que vous de créer leur site web que vous avez beaucoup de tutoriels en ligne, vous avez beaucoup de ressources que vous allez pouvoir trouver. Donc, voilà un petit peu pour les forces-faiblesses des trois grands types de possibilités de création de site web qu'on a identifiés pour vous. Globalement, le prestataire, plus cher, mais forcément, je délègue. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être plus simple. Le CMS, directement, je crée tout à mon image. C'est une possibilité, mais ça va me demander beaucoup de travail. L'entre-deux, le CMS assisté, qui peut être un compromis puisqu'on va profiter des avantages de la standardisation qui, bien entendu, peuvent parfois être des freins selon là où je veux emmener le site web. L'important, ça va être de trouver la solution qui vous convient le plus. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre site web? Quels sont vos besoins? Quelle part de votre marché ça représente? Quel budget vous avez à y consacrer? Quel temps vous souhaitez à y consacrer? Et si vous souhaitez vous former. Voilà un petit peu tout ce qui est à prendre en compte. Je vais laisser maintenant la parole à Thomas pour embrayer sur le sujet suivant. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, enfin que vous devez faire quand vous allez créer votre boutique, ça va être tout ce qui concerne le nom de domaine et l'hébergement. Donc, le nom de domaine, en fait, ça va être le www.monnomdentreprise.fr.com, ce qu'on appelle une extension. Donc, ça va être les deux composantes, en gros, importantes de votre nom de domaine. Donc, l'identifiant de votre site web et une extension. Les points importants, c'est que votre nom de domaine doit être disponible. C'est-à-dire que
vous montrerai après, mais vous pouvez vérifier en fait que le nom de votre entreprise, que la façon dont vous voulez appeler votre site web n'est pas déjà prise. Idéalement, c'est quelque chose qu'il faut faire en fait au moment où on se crée pour savoir si je peux vraiment me positionner sur ces mots-là. Et quelque chose idéalement de facilement mémorisable et identifiable et aussi qu'on peut facilement écrire. On évite un nom de domaine avec trop de tirets, que ce soit des tirets du 6, des tirets ou des tirets du 8. Donc ça, c'est pour le nom de domaine. Et pour l'hébergement, donc pour vous faire simple sur comment fonctionne un hébergement, donc en fait, votre nom de domaine, vous allez le stocker sur un serveur, donc chez un hébergeur, et en fonction de quel hébergeur vous choisissez, de quel type d'hébergement vous choisissez, il y a plusieurs prestations qui vont être différentes. On va avoir des différences en matière de sécurité, en termes d'espace disponible, en espace aussi de SAV. Donc ça, c'est des points auxquels vous devez faire attention quand vous allez choisir votre hébergeur. Et le plus important, c'est qu'il faut que ce soit un organisme agréé. Les gros hébergeurs, on retrouve Yonos, on retrouve OVH, qui sont des gros hébergeurs, mais c'est des organismes agréés, donc vous êtes sûr de l'endroit où vous faites héberger votre nom de domaine. L'idéal, c'est vraiment, parce qu'on peut dissocier en fait l'achat de nom de domaine et l'hébergement, mais l'idéal, c'est vraiment d'acheter ce nom de domaine au même endroit où on le fait héberger. Ça sera plus simple. Donc, on peut passer maintenant à la slide suivante. Donc, par rapport à la disponibilité du site web et au choix de l'extension. Donc, à gauche, je vous ai mis une capture d'écran. Quand vous allez chercher votre nom de domaine, vous allez pouvoir savoir si il est disponible ou pas, si vous allez pouvoir l'acheter. Donc, là, vous voyez que pour le nom de domaine Moselle, le moselle.com et le moselle.fr, il est déjà pris. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me positionner dessus, mais il est disponible avec d'autres extensions. En extension, on va en retrouver plusieurs. On va retrouver le .fr, le .com, le .net et le .org. Ce qu'on conseille toujours, c'est d'acheter au moins votre nom de domaine sous le .fr et sous le .com. Le .fr, c'est sûr que normalement, vous pouvez l'avoir si le nom de domaine n'est pas pris parce que c'est une extension qui est soumise à des conditions. Seulement une entreprise française peut se positionner sur un .fr. Et pour vos clients, c'est quelque chose qui est assez rassurant. Un .com, c'est quelque chose de plus global, ça se fait beaucoup, mais c'est quelque chose de plus global et il n'y a pas de condition à l'achat de ce nom de domaine-là. Et ensuite, on va retrouver aussi le .net et le .org. Le .net qui est pour les structures Internet et le .org qui est pour les entreprises non commerciales à but non lucratif. On retrouve aussi beaucoup ce qui se fait en ce moment, le .io, qui est pour surtout les entreprises du Web 3.0. Donc, en fonction de votre activité, ça peut être une extension intéressante aussi à acheter. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'acheter au moins le .fr et le .com. Et en fait, vous verrez dans vos paramètres d'hébergement, vous pouvez diriger le .com, ce qu'on appelle faire un repointage, c'est diriger votre nom de domaine.com vers votre nom de domaine.fr. Parce qu'en fait, on ne crée jamais deux sites sur deux noms de domaine.fr, sur des noms de domaine différents, pardon. On crée un site web sur, par exemple, le .fr, et quand un internaute tape le .com, ça le redirige vers le .fr. C'est ce qu'on appelle une redirection. Donc voilà pour la partie disponibilité du site web et le choix des extensions. Donc, quand vous allez vouloir installer du coup, choisir votre nom de domaine et installer votre CMS, dans le cas où vous passez par un CMS en libre comme WordPress, PrestaShop, etc., vous allez arriver sur ce type d'interface. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux choix. Soit vous allez du coup installer un CMS sur le nom de domaine que vous avez acheté. Donc, je peux décider que sur mon www.thomasfriché.com, j'installe un WordPress ou un PrestaShop. Ou alors, vous pouvez juste acheter le nom de domaine et l'utiliser plus tard, installer peut-être un CMS qui n'est pas disponible. Par exemple, là, c'est sur l'interface d'OVH, mais vous avez décidé de prendre le nom de domaine sur OVH parce qu'il il était moins cher qu'ailleurs. Les frais qui vont découler de ça, ça va être donc vous allez devoir payer le nom de domaine.
Le nom de domaine, il faut le payer chaque année. Donc, c'est quelques euros. Là, par exemple, c'est 8 euros. Souvent, les hébergeurs vous font la première année de nom de domaine gratuite, mais à renouveler chaque année. Et vous allez avoir les frais d'installation, les frais de la solution d'hébergement, WordPress, PrestaShop, qui va s'ajouter en plus. Donc, ce qui peut faire entre 50 et 70 euros au moment de la commande. Donc, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on choisit notre nom de domaine avec les extensions. Et sur ce nom de domaine-là, on va installer en fait un constructeur de site web, que ce soit WordPress, PrestaShop, Drupal, voilà. Pour Wix, c'est un peu différent. Wix, vous pouvez, par exemple, acheter votre nom de domaine, ensuite vous allez sur Wix et vous dites que vous êtes bien propriétaire de ce nom de domaine-là. Vous pouvez directement l'acheter depuis Wix. Donc, voilà pour la partie installation du site web. Donc, une partie importante et souvent négligée lorsqu'on veut créer une boutique en ligne, ça va être le référencement. Donc, ce que j'entends par référencement, c'est pouvoir faire que mon site ressorte dans les premiers résultats de Google en fonction des termes de recherche qui sont tapés par un internaute. Donc, ce qui va être important de voir pour le référencement de votre boutique, ça va être déjà la structure de votre site web. Quand je parle de structure de votre site web, c'est quels sont les menus, quels sont les sous-menus. Est-ce que je fais une structure classique, accueil, qui sommes-nous, mes produits, formulaire de contact. Donc ça, il y a des outils qui vous permettent d'avoir des arborescences claires, qui vous permettent aussi de faire des tests et de demander des avis. On va voir Glue Maps, on va voir Mockflow. Donc ça, c'est très important pour la structure de votre site web d'avoir quelque chose de clair. Ensuite, on va avoir la gestion des métadonnées. Donc, les métadonnées, en fait, ça va être tout ce qui touche aux balises titres, au titre H1, à la métadescription. Pour vous dire qu'un site web, c'est constitué comme un fichier Word. Donc, dans un fichier Word, on va retrouver notre grand 1. Dans notre grand 1, on va avoir un petit A, un petit B. Et en fait, les balises titres, c'est ça. C'est quel mot va être mon grand 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit A, dans mon petit B? Ça, c'est pour les balises titres. Ensuite, vous allez avoir la métadescription. La métadescription, c'est la petite partie qui s'affiche, qui est visible en fait depuis le moteur de recherche quand on tape votre nom. Donc ça va être important de le paramétrer aussi. Et donc, les métadonnées, vous les retrouvez partout, que ce soit dans un CMS assisté ou dans un WordPress. C'est quelque chose que vous travaillez. Notamment pour les solutions libres comme WordPress, Drupal, etc. Il y a Yoast SEO ou Plugin SEO qui vous permettent de gérer tout ça. Vous êtes pas mal accompagné, même si c'est des solutions libres, vous êtes quand même pas mal accompagné sur ça. Ensuite, vous allez voir l'étude des mots-clés. Donc, l'étude des mots-clés, ça va être quels mots-clés je vais ajouter dans mes contenus texte. C'est-à-dire que si je suis une entreprise qui vend des chaussures, il faut que dans ma boutique, le mot chaussure, basket, tous ces mots tout le champ lexical des baskets, de la mode en général, il faut que ces mots-clés soient dans mes contenus texte. Parce que sinon, Google ne pourra pas le remonter en fait dans les résultats de recherche. Pour savoir sur quels mots-clés vous positionnez, vous avez des outils comme Google Ads, SEMrush, et Google Trends. Google Ads, en fait, vous allez pouvoir avoir le nombre de requêtes qui est effectué mensuellement sur un mot-clé. Donc, ça va vous aider à savoir sur quel mot-clé je dois faire le plus souvent apparaître dans mes contenus texte, dans mes balises titres, dans des choses comme ça, pour optimiser le référencement. Et enfin, la dernière partie, ça va être les fiches articles. Les fiches articles de vos produits, elles doivent être optimisées. C'est-à-dire que dans le nom de vos fiches articles, on met toujours la fonctionnalité du produit et ensuite on met la marque. Pour que ça soit bien pour les moteurs de recherche, il faut que le nom de votre article et toute la description de l'article de votre boutique soit le plus clair possible. Parce que sinon, si vous mettez des mots-clés qui ne sont pas tapés par les internautes, ben, vous ne remonterez jamais dans les résultats de recherche. Donc voilà, voilà pour le référencement, c'est une partie qui est souvent négligée. Faut essayer de faire un peu voilà, attention à ça, surtout par rapport aux métadonnées. Et vous pouvez utiliser tous les outils qui sont sur la diapo pour vous aider par rapport à ça. Par rapport à la visibilité de la boutique, donc on peut l'optimiser. On peut l'optimiser de plusieurs façons, et notamment avec la fiche Google My Business.
La fiche Google My Business, c'est bon, le petit carré qu'on voit sur la droite, ça va vous aider sur le référencement local. Normalement, si vous êtes des créateurs, vous allez devoir la créer, cette fiche Google My Business. Car elle peut se créer toute seule avec Google, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, ce que vous devez aller faire, c'est vous rendre sur www.googlemybusiness.com et vous pouvez créer une fiche. Dans cette fiche-là, vous allez pouvoir ajouter votre localisation, où vous êtes situé, votre contact, donc votre mail et votre numéro de téléphone, vos photos, le lien justement vers le site web et les réseaux sociaux, des produits et des services qui seront liés à votre site web. Donc, c'est-à-dire que sur votre fiche Google, si je vois que vous avez un produit sur des chaussures, que je clique sur la fiche produit, ça me ramènera automatiquement sur le site web. Et enfin, vous avez la partie avis qui est très importante puisque maintenant, on sait que les avis jouent beaucoup sur le référencement. Donc, il faut vraiment essayer d'inciter un maximum de personnes à vous mettre des avis, des bons avis si possible, pour augmenter votre référencement. Donc, voilà pour la partie visibilité en ligne et la fiche Google, du coup, à ne pas négliger. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire pour optimiser votre boutique, ça va être la boutique Facebook, la boutique Instagram et la boutique Pinterest. En fait, quand vous avez un compte Facebook ou un compte Instagram, vous avez accès à ce qu'on appelle la Meta Business Suite. Et dans cette Meta Business Suite, vous allez pouvoir paramétrer votre boutique. La boutique, elle ressemble à la capture d'écran que je vous avez sur la droite. Ça va être vraiment un petit site e-commerce au sein de votre page Facebook. Et quand je vais cliquer sur un article, ça va me renvoyer directement sur le site web. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'optimiser pour mettre en avant le plus possible vos produits pour que votre communauté sache vraiment ce que vous faites comme activité. Et vous avez deux façons du coup d'ajouter votre boutique à votre page Facebook, les produits dans votre boutique manuellement, c'est-à-dire que là, vous allez vous rendre dans le gestionnaire des ventes dans la Meta Business Suite. Vous allez devoir ajouter un par un les produits, ou alors Facebook en fait vous génère un pixel Facebook que vous devez ajouter dans votre site web. Donc c'est soit un petit morceau de code, soit une extension que vous devez télécharger sur votre site web. Et en fait, ça lie automatiquement Facebook et votre site internet. Ça se fait assez bien. C'est pas très très compliqué et ça permet de mettre tous les produits ou une partie des produits qui sont sur votre site e-commerce dans votre boutique Facebook. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, qui peut vraiment apporter quelque chose, surtout si le gros de votre cible est sur ces réseaux sociaux-là. Alors, on va maintenant s'intéresser aux solutions de paiement parce que c'est bien d'avoir un site web, mais c'est encore mieux si on a des clients qui achètent et donc des paiements qui se font. Globalement, sur un site web, 80,1 même % des paiements vont être faits par carte bancaire. Le reste des paiements, ça va majoritairement être les paiements par portefeuille. On a 11,1 % de portefeuille en ligne. Portefeuille en ligne, ça va simplement être les applications comme Lydia ou PayPal qui vous permettent en fait de payer sans utiliser directement votre carte bancaire, mais un compte. Vous pouvez et vous devez implémenter la solution de paiement dans votre site web. Ça se fait assez simplement. En fait, vous faites simplement la demande auprès de votre banque, la banque chez qui vous avez votre compte professionnel, qui soit vous l'installe via un code ou un module, et vous avez la possibilité d'installer ensuite l'extension directement sur votre CMS, donc la solution de site web. Ça a des frais qui ne sont pas forcément importants. Il va y avoir pour la banque le frais de contrat, d'abonnement, et puis parfois la banque va vous prendre une petite commission. Tout ça, bien entendu, ça se négocie. Si vous êtes en création d'entreprise, ça peut être tout de suite discuté lors de vos rendez-vous à la banque pour les créations de comptes professionnels. Et pour ce qui est des portefeuilles en ligne comme PayPal, vous allez avoir une commission et les frais de transfert. Le frais de transfert à prendre en compte, c'est en fait le client paye directement avec le portefeuille en ligne. L'argent va être sur PayPal. Le jour où vous voulez que cet argent passe de PayPal à votre compte en banque, on va avoir un frais de transfert à prendre en compte. Ensuite, on va pouvoir passer à la slide suivante. Encore quelques petites formalités qui sont souvent négligées, mais qui pourtant sont très importantes. Sur votre site web, vous avez l'obligation
de faire figurer vos mentions légales. Les mentions légales, ça va être la raison sociale de l'entreprise, la forme juridique, le SIREN, le numéro communautaire, toutes ces choses-là. De toute façon, vos mentions légales, vous le savez, si vous êtes en création d'entreprise, elles sont vraiment à préparer. Vous pouvez être accompagné en plus par les chambres de commerce, les chambres de métier pour la création de ces mentions. C'est vraiment important. Vous devez également faire apparaître vos clauses du contrat des conditions générales de vente. Les conditions générales de vente, pareil, à ne pas négliger. Ça va comprendre toutes les informations sur les relations commerciales, la caractéristique de vos biens, le droit de rétractation du client, la garantie commerciale. C'est des petites choses qui peuvent sembler rébarbatives, mais qui sont vraiment super importantes. Si un jour j'ai une commande, quelque chose qui va pas, si mes conditions générales de vente sont bien rédigées, je suis protégée et mon client, ça le rassure aussi. Il sait derrière comment les choses se passent. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, on a les choses noir sur blanc sur du papier, c'est super important. Sur le site web, ce qu'on va avoir aussi, auquel vous n'êtes pas forcément habitué, puisque là, c'est vraiment sur les sites web, c'est la politique de confidentialité. Politique de confidentialité et gestion des cookies. Vous le savez certainement, aujourd'hui avec le RGPD, on protège nos données et donc le client, on protège ses données aussi. On va devoir donc indiquer dans la politique de confidentialité de notre site web qu'est-ce qu'on récolte comme données, pourquoi on les collecte, combien de temps et comment le client fait s'il veut que ces données soient supprimées. Ces données, c'est des choses vraiment importantes, autant pour vous de suivre un petit peu ces données. Vous pouvez trouver des ressources sur les sites web de la CCI et les sites web de la CMA ou faire appel d'ailleurs à vos conseillers CCI, CMA pour parler un peu de l'utilisation des données. Parce que l'utilisation des données pour votre entreprise, une fois que votre site web tourne, c'est un vrai plus, c'est très important. Mais on protège également les choses. Si j'utilise des données, j'explique quelles données je prends, qu'est-ce que j'en fais. Pareil pour les paramètres de gestion des cookies. Toujours le petit bandeau apparent, les types de cookies que j'utilise, ceux qui sont fonctionnels, qui forcément ont besoin d'être là, et ceux qui sont optionnels, la possibilité pour le client de changer et surtout la possibilité de sélectionner oui, non de manière égale. Il ne s'agit pas de mettre un paramètre de gestion de cookies avec un 10 cm de oui, j'accepte d'utiliser mes cookies et un petit non sur lequel c'est pas cliquable. C'est vraiment important. Je fais apparaître mes mentions légales, qui je suis, mon contrat de vente, comment ça fonctionne de travailler avec moi, la politique de confidentialité, qu'est-ce que je fais des infos que j'ai sur vous et les paramètres de gestion des cookies, comment ça se passe, qu'est-ce que vous acceptez de me laisser traiter. Voilà un petit peu pour les dispositions légales qui sont importantes pour le site web. Ça peut paraître rébarbatif, mais vraiment, c'est important. On vous conseille de vraiment vous appliquer à les rédiger, à les mettre en place, à les faire relire, puisque c'est ce qui vous protégera. Et puis, vous avez, mine de rien, cette obligation légale. Une fois de plus, c'est la loi. Donc, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a pu vouloir vous présenter aujourd'hui sur la création d'une boutique en ligne. Il y aurait bien entendu 1000 choses à vous dire encore, mais aujourd'hui, le but, c'était de vous faire une petite introduction. J'espère qu'on a pu répondre un petit peu aux questions que vous vous posiez. Bien entendu, comme vous l'a dit Thomas, n'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat, on va pouvoir les traiter juste après. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. On espère avoir répondu à vos questions et donc on est à l'écoute de vos questions. Thomas, je ne sais pas si tu veux ajouter peut-être encore quelque chose avant qu'on passe aux questions. Eh ben, tu as tout dit, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est vrai qu'on pourrait passer énormément de temps sur chaque solution utilisée pour créer sa boutique en ligne. Il y a des aspects aussi techniques qui sont importants, comme je vous l'ai dit, pour le référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions, on va y répondre de suite le plus clairement possible.